Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous. D'habitude, dans le podcast Passion médiéviste, on fait depuis 2017 des épisodes avec des focus sur des travaux de chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, pour en savoir plus sur le Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un épisode hors série où tout est possible. Même parler à la fois du Moyen-Âge, du 19e siècle et même du 21e siècle, si, je vous assure. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et je vous accueille donc aujourd'hui pour parler de l'histoire d'un monument de l'architecture du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, la rotonde de Saint-Bénigne à Dijon. Cette table ronde fait écho à l'exposition qui est ouverte du 16 mai au 21 septembre 2025 au musée archéologique de Dijon, dans la très belle salle du dortoir des Bénédictins. Et pour vous raconter cette histoire millénaire, oui, j'ai le plaisir d'avoir justement à mes côtés les trois co-commissaires de cette exposition avec chacun leur spécialité. D'abord, j'ai à côté de moi Franck Habert, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc archéologue et responsable scientifique des collections archéologiques et d'art antique à la direction des musées de Dijon. À vos côtés, on a Christian Sapin, bonjour. Bonjour. Christian Sapin, donc vous êtes archéologue et historien de l'art, directeur de recherche honoraire au CNRS et spécialiste de la Bourgogne monumentale. Et tout au bout, on a aussi Arnaud Alexandre, bonjour. Bonjour. Donc Arnaud Alexandre, vous êtes conservateur des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles DRAC de Bourgogne-Franche-Comté. Et nous enregistrons cet épisode dans un lieu très beau, une ancienne église, car nous sommes dans la bibliothèque patrimoniale de Dijon et nous sommes en public. Pour commencer, donc, nous allons retracer, je vous l'ai dit, l'histoire de cette rotonde de Saint-Bénigne. Mais d'abord, donc, voyageons au Moyen-Âge. Pour commencer, parlons de Saint-Bénigne avant la rotonde. Déjà, on arrive au VIe siècle. Une première basilique est construite autour du tombeau de Saint-Bénigne, donc un martyr chrétien du IIe siècle, avec, je ne sais pas si vous avez vu, mais des représentations particulièrement graphiques. On voit qu'il a beaucoup souffert, ce monsieur. Déjà, messieurs, qui peut me parler de ce saint et surtout pourquoi son tombeau s'est retrouvé à Dijon ? Alors pour Saint-Bénigne, l'histoire est peut-être un peu plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, tout commence avec une tombe qui était située dans une nécropole à l'ouest du castrum de Dijon. Et cette tombe avait pour réputation d'être thaumaturge, de guérir des maladies, et donc attirait évidemment beaucoup de populations locales qui venaient espérer une guérison. Évidemment, cela pose un problème pour la chrétienté qui voit là des pratiques païennes qui continuent, et donc elle va décider de christianiser un peu cette tombe, qui était donc appelée par les populations locales le bienfaisant, en latin Beninus. Et donc à partir de là, l'Église va créer un saint, j'aurais tendance à dire presque de toutes pièces, en allant chercher un saint de Turquie. Ils reprennent en fait la légende d'un saint de Turquie qui serait du coup venu évangéliser la Bourgogne, pour évangéliser les populations païennes, et qui aurait parcouru Autun, Langres et Dijon. Et donc Depuis la Turquie. Oui, il serait venu depuis la Turquie, oui, tout à fait. Et donc, il aurait été arrêté par les gardes de Dijon, où il aurait été ensuite martyrisé et tué. Cette légende correspond plutôt à une stratégie qui était de donner de l'importance à Dijon, qui était, il ne faut pas l'oublier, au VIe siècle, qui n'avait pas le statut de cité, en fait. Ce n'était pas une ville, c'était une grosse bourgade. Et d'ailleurs, Grégoire de Tours s'en étonne dans son Histoire des Francs au VIe siècle, où il dit « mais c'est très étonnant que Dijon ne soit pas une ville ». Mais juste une bourgade parce que c'est prospère, il y a une muraille. Et donc, il ne faut pas oublier que donc, les deux cités qui entouraient Dijon étaient Langres au nord et puis Autun à l'ouest. Et donc, avoir un saint qui aurait évangélisé la Bourgogne à Dijon permettait de donner une nouvelle importance sur la terre chrétienne de Dijon. Oui, c'est vrai que les saints au Moyen-Âge, on voit bien des fois qu'il y a même des vols de reliques pour dire non, voilà, ce saint nous appartient. Donc oui, le culte des saints à cette époque-là est vraiment très important, au point donc qu'on construit une première basilique dessus pour en magnifier le tombeau, c'est ça ? Oui, Sapin, tout à fait. On a une description qui est un peu sommaire de cette basilique, mais on en connaît d'autres. Et une est encore debout, c'est celle de Saint-Pierre de Vienne, par exemple, qu'on peut voir, qui est actuellement un musée, et qui vous montre, sans aller jusqu'en Italie, donc la grandeur de ces basiliques qui sont décorées avec du marbre, des mosaïques, etc. Donc celle de Dijon, on la connaît que par les textes.
Malheureusement, oui. Et donc, on a cette première basilique, puis une première abbatiale est construite à la fin du 9e siècle par l'évêque de Langres, Isaac. Qu'est-ce qu'on sait donc de cette première abbatiale ? Eh bien, pas grand-chose. Ah. Pas grand-chose. On dit souvent ça sur le Moyen-Âge, on manque de sources. Oui, avant le XIe siècle, on manque totalement de sources archéologiques, en dépit des fouilles archéologiques importantes depuis le XIXe siècle, mais qui n'ont pas forcément retrouvé justement ce qui nous intéresserait ici, c'est-à-dire cet ensemble, cette abbatiale carolingienne. Les travaux menés par Caroline Malone en 1976, 78, 80 dans l'abbatiale a permis de retrouver quelques murs, mais c'est insuffisant pour reconstituer véritablement le plan de cette église carolingienne. En revanche, vous verrez dans l'exposition des éléments de décor, ce qu'on appelle des plaques de chancel, des plaques qui limitent en quelque sorte le parcours du pèlerin avant d'arriver jusqu'au tombeau, décorés avec un système bien connu à cette époque-là, des décors d'entrelacs. Donc ce sont des éléments en pierre qui reprennent quelquefois des motifs qu'on avait aussi en bois auparavant. Et là, l'exposition donc présente certaines de ces pièces qui étaient jusqu'à présent pour certaines dans les réserves. D'où le fait qu'on vous conseille d'aller voir l'exposition encore plus. Et alors, comment, justement, là on a avancé un petit peu dans le temps, mais là déjà au 9e siècle, est-ce que ça a un petit peu évolué ? Comment est Dijon à l'époque et où est placé Saint-Bénigne par rapport à Dijon ? On est à l'extérieur du castrum. La petite agglomération qu'a évoquée Franck Habert, effectivement, est résorbée dans ces murs. On les connaît. Ces murs, on va les casser seulement à partir de l'an 1000. Mais jusque-là, pendant l'époque carolingienne dont vous parlez, eh bien, on est dans ces murs. Tandis que Saint-Bénigne, qui nous intéresse ici, se développe à l'emplacement de la nécropole antique. Et on est donc à l'extérieur, comme c'était toujours le cas pour ces grandes périodes où les cimetières sont à l'extérieur des murs. Donc c'est d'abord, comme on l'a dit, donc, ce tombeau, puis une basilique, et puis progressivement, donc, des clercs accueillent des pèlerins, et ces clercs adoptent la règle de Saint-Benoît, ils constituent ce qu'on appelle un monastère, donc il va demeurer ainsi pendant plusieurs siècles. Là, on n'a pas du tout de traces écrites non plus pour cette période-là ? Vaguement, si, on a des mentions, mais on n'a pas de grande description. Alors souvent, on fait des comparaisons avec d'autres monastères qu'on connaît encore ou qu'on a pu étudier en France ou à l'étranger. Mais pour véritablement voir s'il y avait par exemple un cloître, des dortoirs, etc., on n'a pas d'éléments ni archéologiques ni dans les sources pour nous donner ces détails qu'on peut connaître, je vous l'ai dit, dans d'autres ensembles. Et là aussi, à l'époque, qui dirige Dijon ? Alors c'est un système très particulier. Là, on a un comte de Dijon, on a un certain nombre de paroisses qui commencent à se développer et on n'a pas encore d'évêque. Il faut bien rappeler que l'évêché est créé au XVIIIe siècle et on dépend ici de Langres. Les évêques de Langres, d'ailleurs, se font pour certains enterrer à Dijon, dans l'église Saint-Jean, aujourd'hui l'un des théâtres de Dijon. Et donc c'est dans cette église proche justement de Saint-Bénigne qu'on a ces tombes qui sont décrites avec quelques détails, justement là encore, souvent chez Grégoire de Tours dont on a parlé. Et donc on avance un petit peu, là on arrive à la fin du Xe siècle. Avec les flux des croyants qui veulent voir ce tombeau, qui viennent pour visiter, on décide d'agrandir donc l'abbatiale. Et là, on veut y ajouter une rotonde. Alors déjà, on va peut-être aussi expliquer là l'abbatiale qui s'est mise en place. Il faut savoir qu'à la fin du Xe siècle, il y a un essor économique aussi. On arrive en pleine réforme clunisienne, où il y a beaucoup d'abbayes qui commencent à être transformées, et notamment il y a celle de Cluny, et où était arrivé en 987 Guillaume de Volpiano, qui est en fait un grand moine bâtisseur et qui va arriver donc 2 ans plus tard, en 989, à Dijon, où on va lui demander en fait de redresser l'abbaye de Saint-Bénigne. Pourquoi la redresser ? Elle a besoin la redresser, disons la réformer plutôt. Oui, c'est dans ce sens qu'on veut revenir à la règle de Saint-Benoît. Donc, à différents endroits, on demande à des moines de ces personnalités qui marquent leur temps de jouer un rôle pour revenir à ces règles fondamentales, donc les règles de Saint-Benoît. On ne respectait plus un certain nombre de calendriers ou dans la vie quotidienne, etc. Et donc, il est là pour rappeler ça. Et il arrive donc en 989-90, il va faire cette action de réforme avant de reconstruire. Donc on passe d'abord par réformer les hommes, puis en fait il se tourne vers le bâtiment, c'est ça ?
Absolument. C'est une grande période aussi autour de l'an 1000. On commence à reconstruire d'autres ensembles. Saint-Bénigne, on va en reparler, est assez particulier, mais elle n'est pas unique en termes de mouvement de reconstruction. On a parlé de Cluny, effectivement, qui a été l'objet aussi de plusieurs constructions déjà au Xe siècle. Et puis autour de l'an 1000, donc on va trouver un peu partout en France des constructions de cathédrales, d'églises paroissiales, de monastères. Et surtout, on va développer la construction en pierre qui était souvent limitée. On avait encore beaucoup de constructions en bois. Et là, ça va marquer une étape importante pour ce qu'on va appeler plus tard la roman. Alors, on va arriver à notre rotonde, mais déjà, avant qu'on parle de la rotonde de Saint-Bénigne elle-même, pas des rotondes en général, déjà, qu'est-ce qu'une rotonde ? Alors, avant toute chose, je pense qu'il faut qu'on comprenne bien qu'il y a une abbatiale qui est constituée d'une église, d'une rotonde et d'une chapelle axiale pour Saint-Bénigne. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est complexe, où vous avez une église qui a 2 niveaux, une rotonde qui en a 3, et la chapelle axiale également qui a 3 niveaux. Donc en fait, si vous voulez, vous avez un niveau souterrain, ce sont pour l'église les cryptes de l'église, qui ont un transept elles aussi, et qui s'ouvrent sur le premier niveau de la rotonde, qui lui-même s'ouvre sur une chapelle axiale qui est dédiée à Saint-Jean-Baptiste. Au niveau de plein pied, vous avez ce qu'on appelle l'église majeure, c'est l'église telle qu'on la connaît, si vous voulez, avec la nef, un transept qui s'ouvre sur le 2e niveau de la rotonde, qui est dédié à Marie, et sur la chapelle axiale dédiée à la Vierge Marie et à 6 des 12 martyrs. Et ensuite, vous avez un 3e niveau à la rotonde, où vous ne pouvez accéder que par les 2 tours d'escalier de la rotonde qui s'ouvrent sur l'église, c'est-à-dire que vous pouvez voir depuis ce 3e niveau de la rotonde le cœur de l'église, mais vous ne pouvez pas circuler. C'est juste une grande ouverture sur le cœur de l'église. Et vous avez également une chapelle axiale qui est, elle, dédiée à Saint-Michel. Et au-dessus de la rotonde, donc, il y a un oculus. Et donc, il faut bien comprendre que quand on parle de l'abbatiale, on parle de ces 3 éléments architecturaux et que la rotonde n'en est qu'un. Voilà. Et je laisse peut-être Christian pour la rotonde. Compléter pour ce qui est donc une rotonde. Donc, c'est un bâtiment circulaire. Donc ici sur 3 niveaux, comme l'a dit Franck Habert, et c'est un bâtiment qui existe, un type de bâtiment qui existe depuis l'Antiquité, et notamment la référence un peu majeure, c'est le Panthéon de Rome, mais on en trouve aussi dans l'Orient, notamment à Constantinople, devenu Istanbul. Donc c'est un type de bâtiment habituel. On en trouve aussi dans la région, par exemple à Flavigny, à la même époque, on crée une rotonde, mais celle-ci a le caractéristique d'être une rotonde de très grande ampleur, de très grande importance, et aussi une particularité, c'est qu'elle se trouve, comme l'a dit Franck, au milieu de l'église, c'est-à-dire qu'on a la nef, le transept, on a ensuite la rotonde et on a une chapelle, alors que souvent les rotondes sont plutôt à l'extrémité est de l'église. C'est un monument donc, qui fait référence à l'Antiquité, c'est une architecture assez savante, qui existe mais qui n'est pas non plus la plus courante. On s'éloigne du plan habituel en croix latine des églises. Une référence à l'Antiquité, une référence aussi chrétienne, puisque le Panthéon de Rome était devenu au VIe siècle une basilique et consacrée à la Vierge Marie et consacrée le 13 mai. Et cette date du 13 mai, on la retrouve pour la consacration de la rotonde, qui est elle aussi consacrée à la Vierge Marie. Donc on voit que cette histoire sur le temps long, elle est bien comprise. Il y a une volonté de Guillaume de Volpiano de s'inscrire dans le passé. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de la construction de cette rotonde ? Parce que vous l'avez dit, elle est donc accolée à l'église, mais donc on a forcément dû casser des choses pour reconstruire, ou est-ce que non, ça s'est fait plutôt de façon fluide ? Qu'est-ce qu'on sait aussi de cette construction ? En fait, au même moment, on reconstruit aussi l'ensemble de l'église. En fait, la rotonde fait partie d'un projet de construction global d'une nouvelle abbatiale romane. On sait qu'a priori, on a sans doute commencé par le côté de la chapelle axiale. Ça, ce sont les fouilles archéologiques qui nous l'ont montré. Des fouilles déjà anciennes et des fouilles récentes au moment de la restauration récente de la rotonde. On pense notamment, les archéologues nous montrent qu'il y a une évolution dans le bâtiment. On a des choses qui ne sont pas très claires dans cette partie de la chapelle axiale. Donc il y a sans doute eu un premier projet et le projet a un peu évolué. Et les hypothèses sont de penser que quand Guillaume de Volpiano est arrivé à Dijon, il y avait un projet déjà un peu en cours, et lui est arrivé avec son idée de rotonde et a modifié en fait la partie est, la partie chapelle, pour pouvoir l'intégrer au projet de rotonde. Et ensuite, on crée évidemment la nef, et donc tout ce bâtiment en fait est un bâtiment cohérent. Donc on l'a dit, effectivement, je veux bien qu'on revienne dessus. À quoi sert cette rotonde et pourquoi on n'a pas juste fait une annexe classique ? On a parlé des cryptes, puisque là, il faut faire le lien aussi avec le mot crypte qui concerne la partie qui précède la rotonde, qui est destinée aussi, qui est voûtée, qui est destinée à abriter, à valoriser le tombeau de Bénigne. Et la rotonde est là comme un plus. Elle va marquer le paysage. Elle va servir à circuler sur 3 niveaux, en y plaçant aussi des autels
On a une chronique qui, au XIe siècle, décrit assez bien justement cette circulation des moines qui s'arrêtent devant chaque autel en lisant des psaumes. Et ça peut durer un certain temps, comme vous l'imaginez. Et donc c'est un geste architectural qui correspond à une fonction liturgique, un geste qui marque le paysage. En cela, c'est nouveau, puisque, comme mes voisins l'ont dit, on a des rotondes bien avant. Simplement, là, l'idée assez géniale de Guillaume de Volpiano, c'est d'associer l'idée de grande rotonde au tombeau de Bénigne, qui passe pour être l'évangélisateur de la région. Et ce geste architectural, il faut imaginer comment, pour un bâtiment ou plutôt un site qu'on connaissait, va changer complètement notre regard. Pensez à la pyramide du Louvre, par exemple, qui, à un moment donné, dans les années 80, au moment de sa construction, va donner tout à fait une autre image du Louvre et de l'entrée. Et bien là, c'est aussi un peu cela, je dirais, comment ce tombeau qui était vénéré depuis longtemps de Bénigne, d'un seul coup, va être magnifié par cette grande rotonde avec les références qu'on a évoquées du Panthéon, mais aussi avec l'Anastasis, le tombeau de Christ à Jérusalem, qui est aussi sous forme de rotonde. Est-ce que, de façon archéologique, comment construire cet oculus alors on n'avait pas de vitres, bien sûr, donc c'était ouvert vraiment sur le ciel? Alors ça c'est une des questions qu'on s'est beaucoup posées au moment de la restitution dans un film 3D que vous pourrez voir sur place. Là on l'a laissé ouvert, on pense que dans un premier temps ça peut être ouvert comme au Panthéon, mais compte tenu des conditions climatiques ici de la Bourgogne, on imagine mal que ça soit resté ouvert très très longtemps. Il fait toujours beau bien sûr en Bourgogne. Absolument, car les dessins les plus récents, les conservés du XVIIIe siècle, manquent un lanternon, quelque chose au-dessus qui protégeait. Donc on est incapable de savoir si ce lanternon a pu être édifié assez vite au XIIe siècle, c'est ce qu'on a proposé, donc assez rapidement, ou plus tard. Donc bien entendu, oui, il fallait imaginer ça, car ce cercle est quand même très important au point de vue diamètre. Donc fatalement, les intempéries pouvaient s'y installer. Et on a parlé d'hôtels, mais est-ce qu'on sait si les murs étaient décorés? Parce qu'on voit parfois certaines églises toutes blanches, ou alors au contraire toutes décorées. Là, qu'est-ce qu'on sait? On a quelques informations, on sait assez peu de choses. Dans la rotonde actuelle, dans le niveau inférieur, donc le seul qui subsiste, il reste quelques traces d'enduit avec ce qu'on appelle un faux appareil, c'est-à-dire qui imite les joints autour de pierre sur un enduit blanc et des faux appareils rouges. Ça, c'est un décor qui est plutôt typique des 13e, 14e siècles. Donc on sait qu'à une période, ce décor qu'on retrouve sur des colonnes a existé au moins sur toutes les colonnes, voire peut-être sur les murs pour créer l'illusion d'un mur en pierre. Le décor plus ancien, on en a vraiment très très peu d'éléments. On sait qu'effectivement les églises à cette époque n'étaient pas toutes blanches, voire en pierre, comme on a eu l'habitude à partir du 19e siècle de les montrer, mais déjà recouvertes d'enduit. On cachait la pierre en petits moellons, on gardait éventuellement la grande pierre. Et on a quelques témoignages, notamment d'une mosaïque dans un des niveaux de la chapelle axiale, qu'on connaît par des dessins du 18e siècle et par un tout petit fragment qui nous est parvenu un petit peu miraculeusement et qu'on peut voir aussi dans l'exposition, ce petit fragment d'une tête de lion. On voit qu'il correspond à un dessin de 2 lions affrontés. Donc on sait qu'il y avait cette mosaïque au sol sur une des chapelles. On a aussi un tout petit peu de mosaïque, là plutôt géométrique, de pierre, qui est conservée autour de la tombe de Bénigne. Alors très restaurée au 19e siècle, mais les études ont montré qu'une partie n'était bien d'une mosaïque mise en place vers l'an 1000. C'est à peu près tout ce qui nous reste. Et bien sûr, le décor sculpté, par contre, des chapiteaux qui sont encore en place dans le niveau de la rotonde pour certains, et d'autres qui sont conservés au musée archéologique, qui ont été retrouvés lors des fouilles archéologiques. Mais peut-être ça, Christian Sapin peut en dire plus, puisque c'est un sujet qu'il a beaucoup étudié. Oui, pour les chapiteaux, c'est plutôt quel style de décor qu'on a sur les chapiteaux? Justement, c'est là qu'il y a un changement important, puisque jusqu'à présent, enfin jusqu'au Xe siècle, on a des chapiteaux, disons, à feuillage. Donc en haut des colonnes, c'est ce qu'on trouve en haut des colonnes. Et là, on va multiplier les colonnes parce que l'espace est voûté. On a ces niveaux de la rotonde, mais aussi toute la partie concernant les cryptes. Donc le grand couloir d'accès avec 3 vaisseaux comporte évidemment des fils de colonnes. Donc chaque fois qu'il y a ces colonnes, il y a des chapiteaux. Donc il faut trouver des sculpteurs qui puissent faire des chapiteaux. Alors on va à un moment donné inventer un système assez simple qu'on appelle un chapiteau à angle abattu. On prend un cube, on casse les angles, ce qui permet de réduire la surface au-dessus de la colonne. C'est un système qu'on connaît aussi en Italie au même moment, au début du XIe siècle. Et puis, pour d'autres endroits, on va avoir des maîtres sculpteurs qui vont se lancer à sortir du simple feuillage pour introduire des représentations anthropomorphes, des visages, des personnages orants en prière.
et puis quelques visages aussi au niveau de ce qu'on appelle l'abaque, la partie supérieure du chapiteau. Et ça, c'est nouveau et c'est important puisqu'on est vraiment au début de la sculpture romane en Bourgogne, cette sculpture qu'on connaît bien ailleurs, en particulier à Cluny. Eh bien, ça commence là. Ça commence là, ça va se retrouver après à Flavigny, à Tournu, etc. Mais avant cet an 1000, un peu partout en France, en Europe, on a essentiellement que de la sculpture végétale qui imite les chapiteaux antiques, chapiteaux corinthiens, chapiteaux ioniques, et donc sans représentation. Et je voudrais juste qu'on revienne aussi un petit peu sur Guillaume del Volpiano. Quel est son rôle en fait? On vous l'a dit, il était réformateur, donc il a réformé les hommes, mais pour la rotonde, il a été quoi, architecte? Alors ça, les spécialistes, ils vont chacun de leurs hypothèses, puisque effectivement, c'est un concepteur, c'est peut-être pas un architecte tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais il nous est décrit quand même, on a l'avis par Raoul Glaber, l'avis de Guillaume, donc il nous décrit effectivement un personnage tout à fait exceptionnel, hors du commun, et qui s'est accompagné de ce qu'on appellerait ses adjoints, ses collaborateurs, de personnes qui ont véritablement des sciences au niveau de la construction. Puisqu'il faut imaginer ces 3 niveaux, avec tous les problèmes de statique que ça pose, les problèmes de fondation. Il faut également imaginer les couloirs dans les épaisseurs des murs, chose qu'on a également au Panthéon à Rome. Donc c'est des gens qui observent et font des croquis de ce qu'ils voient. Ça aussi, évidemment, on ne les a plus aujourd'hui. On commence à connaître et à s'intéresser à ce qu'on appelle des carnets de modèles qui commencent à circuler au XIe siècle. Donc il y a cette connaissance-là. Et ce sont aussi des connaisseurs des grands traités antiques, des grands architectes comme Vitruve, qui ont laissé des témoignages qui ont été plusieurs fois reproduits à travers les manuscrits conservés dans les bibliothèques. Ça, c'est important, juste parce que vraiment, je le redis, on dit tout le temps oui au Moyen-Âge, on oublie l'Antiquité, on découvre la Renaissance. Là, on a un exemple parmi tant d'autres que nous, on n'a pas du tout oublié l'Antiquité et au Moyen-Âge. Effectivement, l'Antiquité est toujours présente pour nous tous, mais notre regard a changé. Notre regard sur l'Antiquité, notre regard des années 1960 ou des années 19e, des années 1700, ce regard n'est pas le même. Et donc l'architecture qui est produite, celle que nous avons ici autour de nous, puisque c'est enregistré dans cette chapelle des Jésuites, si on regarde autour de nous, on a une architecture qui peut rappeler aussi certains motifs que vous pouvez voir aussi à Rome. Mais c'est dans une autre conception du XVIIe siècle. Alors qu'au XIe siècle, c'est plutôt d'autres aspects techniques qui les intéressent. Et donc c'est aussi ce qui, aujourd'hui, passionnant, quand on regarde cette histoire de l'architecture, comment une rotonde est inventée ici, avec des dimensions extraordinaires sur plusieurs niveaux, et avec ce décor dont on a parlé, de ces chapiteaux. On a parlé des peintures, plutôt de l'absence de peinture, effectivement, on n'a pas de témoignage. Le peu qu'on a, ce sont des enduits. Mais je voudrais ajouter quand même aussi le vitrail. Les vitraux, on les connaît pour le Xe siècle, c'est-à-dire l'église qui précède celle de Guillaume avait des vitraux, elles sont décrits, qui racontaient la vie de Sainte Pascasie. Sainte qui, pardon ? Sainte Pascasie, qui était une martyre de l'époque. Je dis ça parce que souvent, on pense qu'il faut attendre l'époque gothique pour faire du vitrail. Non, pas du tout. Ça a toujours plus ou moins existé. Simplement, plus on va avancer vers le XIIe, XIIIe siècle, plus on va introduire des représentations, idem, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la sculpture. Donc, notre difficulté aujourd'hui, c'est de se représenter cet espace coloré. On a parlé de la mosaïque, on a parlé des chapiteaux qui, pour certains, pouvaient être peints. On n'a pas de traces, mais c'est possible. Donc voilà, notre difficulté aujourd'hui, c'est d'imaginer ce monde coloré. Et on a parlé des murs, on a parlé d'au-dessus, mais sur le sol, est-ce qu'on sait ce qu'on avait au sol de notre rotonde ? Arnaud Alexandre a évoqué la mosaïque. Alors, comme pour les peintures, ces éléments valorisent des endroits privilégiés de la liturgie, autour du tombeau, dans la chapelle d'Ac, etc. Pour le reste, ce sont ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui a été conservé et retrouvé un dallage du 19e siècle, mais on n'a pas d'éléments pour l'instant certifiés. On a quelques traces retrouvées il y a 4 ans dans les fouilles, dans une petite partie. Ce sont des sols souvent de terrazzo qui mélangent un petit peu de tuiles, pour donner un peu plus de solidité. Et puis, c'est plutôt des sols de chaux. Mais ce qui nous a surpris dans un autre site que vous connaissez, c'est à Tournu. Quand a été découverte la mosaïque dans le chevet de Tournu, de Saint-Philibert de Tournu, eh bien, on s'est aperçu que la couche précédente de cette mosaïque du XIIe siècle, la couche du XIe siècle, c'est-à-dire contemporaine de Saint-Bénigne, c'était de la terre battue. Là, on a toujours des difficultés pour nous d'imaginer qu'une grande partie de nos édifices religieux n'était pas forcément dallée au départ, mais pouvait être de terre battue, mais une terre battue qui est tellement solidifiée qu'elle permet une circulation continue. Et est-ce qu'on sait combien de temps dure la construction de la rotonde ? On a des textes qui nous
alors, effectivement, du début de la construction en 1001, les consécrations donc, qui se font en 2 temps, en 1016 et en 1018, entre l'abbatiale et la rotonde. Donc c'est relativement court, 20 ans, ça signifie qu'on a mis beaucoup de moyens pour cette construction. Sans doute, Guillaume de Volpiano a cherché un petit peu partout aussi de quoi alimenter sa construction. Il ne faut pas oublier, on ne l'a pas encore dit, mais que c'est quelqu'un qui réforme et qui ne se contente pas d'être à Dijon. Il voyage constamment en Italie, il va à Rome plusieurs fois. Il fonde un autre monastère à côté de Turin, à Frutuaria. Et puis, il est appelé pour réformer des monastères en Lorraine, en Normandie. On le retrouve également au Mont-Saint-Michel. Donc, c'est un grand personnage. Oui, ou un petit problème de suractivité à ce niveau-là. Là. Il y a beaucoup de choses quand même. Et donc, on peut imaginer aussi que les contacts qu'il a avec le duc de Normandie, avec le duc de Bourgogne, etc., lui permet aussi de trouver des financements. D'ailleurs, voilà, on a parlé tout à l'heure de Raoul Glaber, donc notre moine chroniqueur qui est connu notamment pour son expression de blanc manteau d'église, pour parler de la construction des églises à son époque. Et donc, il est quasiment, il est contemporain de la construction de notre rotonde et considéré, je cite, qu'il s'agissait de la plus admirable des basiliques de toutes les Gaules et de toute proportion incomparable. Ce qui est plutôt vraiment une bonne comparaison. Ça veut dire qu'on a donc des archives médiévales écrites contemporaines de la rotonde et, important, conservées jusqu'à nos jours, qui nous parlent de la rotonde elle-même. Je pense que c'est important à souligner. Oui, tout à fait. J'ai évoqué aussi la chronique de 1050. Guillaume de Volpiano meurt en 1031, mais donc, très vite, on décrit. Donc, il y a Raoul Glaber qui raconte sa vie. Et puis, on a cette chronique quelques années après qui aussi nous montre l'importance de cette architecture qui fascinait les contemporains. Donc là, notre rotonde est bien construite, elle est magnifique, on le dit partout. Là, si on avance un petit peu au cours des siècles, qu'est-ce qu'on peut noter comme événement important pour son architecture ? Peut-être est-ce qu'il y a eu des petites modifications qui ont été faites ? Disons qu'il y a eu déjà 2 ou 3 accidents, puisque en 1100, on a une tour qui s'effondre. Donc une tour qui était où ? Alors, on ne sait pas. Là, on n'a pas le détail. Mais ensuite, il y a l'incendie de Dijon qui va toucher donc Dijon et aussi durement la rotonde en 1137. Et donc là, on va voir des reconstructions au XIIe siècle et notamment l'allongement à l'ouest de la nef qui va être prolongé, alors qu'au départ, on avait une ouverture qui se faisait de 2 portes autour d'une abside. Après l'allongement de la nef, on aura une entrée plus monumentale. Et puis, on a aussi... surtout, j'aurais tendance à dire, la chute d'une tour en 1271. Il y a un problème de tour, clairement. C'est le problème de construire la plus grande église romane. C'est le problème de stabilité là, sur le terrain. Et donc, cette tour, c'est vraisemblablement celle de la croisée des transepts, parce qu'on sait qu'elle va toucher aussi, d'ailleurs, le tombeau de Saint-Bénigne. Et les dégâts... donc vraiment, des gros dégâts. Gros dégâts, ouais. Et les dégâts seront suffisamment importants pour qu'on décide de reconstruire entièrement l'église donc de l'abbatiale, qui va être reconstruite, du coup, dans un style gothique, qui est celle qui fait actuellement cathédrale. Du coup, ne resteront de la construction romane plus que la rotonde, sa chapelle axiale et puis une petite partie des cryptes romanes, notamment celles qui contiennent évidemment le tombeau de Saint-Bénigne. Mais là, est-ce qu'il n'y avait pas trop une confrontation de style entre le côté gothique et le côté très harmonieux, rond et roman de la rotonde ? Est-ce qu'on sait si ça gênait ou en fait non, ça pouvait cohabiter totalement ? Ce que ça montre, c'est qu'on disait qu'en l'an 1000, la rotonde avait été très remarquée et on voyait les écrivains qui en parlent, comme Raoul Glaber. Mais ça veut dire qu'au XIIIe siècle, encore la rotonde marque le paysage et qu'on fait le choix délibéré, en pleine époque gothique, alors qu'on construit une église gothique, de conserver la rotonde romane à côté. Donc je pense qu'à l'époque, on voit cet endroit comme un lieu qui reste un monument majeur et qu'on veut conserver, ce qui n'est pas anodin à une époque où en fait on démolit beaucoup d'églises romanes pour reconstruire des églises gothiques, souvent parce qu'il peut y avoir eu des accidents, mais on veut plutôt faire parfois un peu table rase des églises précédentes. Et là, on choisit volontairement de garder cette rotonde. C'est ça qui est un peu important, je pense, à l'époque. Après, la confrontation, elle se marque dans le fait qu'il n'y a plus... Franck Habert avait expliqué tout à l'heure le fonctionnement de l'ensemble de l'abbatiale avec cette rotonde. Cette communication, en fait, elle n'existe plus complètement. D'abord parce que l'église gothique n'a plus de niveau inférieur. Donc, le niveau inférieur ne communique plus avec la nef. On a encore, par contre, une communication au niveau supérieur, le niveau de rue, on va dire. Mais on ne la connaît pas très bien, cette communication, et elle ne fonctionne plus de manière très fluide comme avant, en fait. Donc, on a 2 monuments qui, finalement, cohabitent, mais ont perdu un petit peu leur sens. Le fonctionnement autour de la tombe de Bénigne n'est plus complètement pertinent comme il l'était à l'époque romane.
Oui, il faut dire qu'aussi, à partir de l'époque gothique, les reliques sont présentées dans des reliquaires, sur le maître-autel, dans la partie gothique. Donc il y a toujours la vénération de l'emplacement de la tombe initiale, mais ça n'a plus la même importance que ça avait évidemment à l'origine. Donc ça veut dire oui, qu'elles sont un peu plus présentées. Donc dans ces beaux reliquaires, souvent dorés, sont très ouvragés pour montrer aussi le pouvoir et l'argent qu'on pouvait avoir à l'époque pour avoir des très beaux reliquaires. Mais même si les reliques sont déplacées, ce n'est pas délaissé totalement, c'est ça ? Ça va quand même perdre pas mal d'intérêt liturgique, parce qu'effectivement, le transfert de la châsse de Saint-Bénigne dans l'église supérieure en 1288... Finalement, peu de temps après à l'échelle de la vie, à l'échelle assez rapidement, va faire en sorte que du coup, elle va progressivement perdre un peu son utilité liturgique, puisqu'on va rechigner à y descendre. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes d'humidité constants. À Dijon, non. Non, d'humidité à Dijon. Dans la construction, on ne parle pas de Dijon. Ouais. Uniquement dans la construction. Ah, d'accord. Qui va un petit peu aussi décourager les rituels dans la rotonde, et aussi toutes les réparations et entretiens qui devraient y avoir lieu. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être à mentionner dans l'histoire de la rotonde pour 14e, 15e, 16e siècle ? Est-ce qu'on a des choses à mentionner ? Ce que je voudrais ajouter, c'est pas tant par bande, c'est la relation, puisqu'on vient d'évoquer les problèmes de liturgie, c'est la relation avec le monastère. Car on a la chance à Dijon d'avoir à côté le musée archéologique qui est installé dans une partie du monastère et une partie des salles contemporaines de la rotonde. Donc la partie inférieure, sous ce qu'on appelle le dortoir, qui a été reconstruit à l'époque gothique, il y a plusieurs salles, dont les vestiges d'une des premières salles du chapitre qu'on ait conservées en Europe. Donc ça a été transformé au XVIIe siècle, mais on peut retrouver les maçonneries et on peut établir les comparaisons au niveau des systèmes de construction, des voûtes de cette salle du chapitre avec ce qu'on peut voir dans la crypte. Et donc pour ma question sur le 14e, 15e, 16e, non ? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire ? Alors, il y a peut-être les décors qu'on a un petit peu évoqués. Donc, on voit qu'il y a des changements de parties décoratifs avec cet enduit en fausse pierre. On a ensuite les fouilles archéologiques qui ont accompagné la restauration montré, alors c'est assez ponctuel, mais ont pu retrouver certains percements, des baies qui ont pu être mis à certains endroits. On suppose notamment des percements qui sont peut-être liés au problème d'humidité qu'on a évoqué, avec la volonté de créer de nouvelles ouvertures pour aérer mieux la partie inférieure de la rotonde. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution. On a aussi plus tard, si on avance un peu dans le temps, la période des Mauristes, qui sont en fait une congrégation, la congrégation de Saint-Maur, qui va reprendre beaucoup d'abbayes au XVIIe siècle. Et là aussi, on est un peu dans un esprit de réforme finalement, comme on avait vu autour de l'an 1000, renouveler les pratiques au sein des abbayes. Et ça s'accompagne là aussi souvent de projets de construction, de réaménagement. Et là aussi, on a peu d'informations, on a des plans quand même qui existent. Et on a, les fouilles archéologiques ont aussi montré des vestiges un petit peu d'évolution, des escaliers qui ont été remis en place, par exemple, de cette époque des Mauristes. Donc on sait que voilà, il y a des évolutions. La rotonde, avec l'ensemble de l'abbaye, finalement, vit et a des petites évolutions. Après, l'ensemble reste quand même très proche de ce qu'il était dès l'an 1000. On a des gravures, notamment nombreuses au XVIIIe siècle, qui nous documentent la rotonde. C'est l'iconographie la plus importante, finalement, de cette époque. Et on voit qu'elle est assez proche de ce qui était sans doute à l'origine la rotonde. Donc, si je comprends bien, on a finalement comme une rotonde qui perd un peu de son intérêt, donc avec le déplacement des reliques et tout ça, et qui, avec des petits problèmes d'humidité, a des petits soucis de structure. Donc, on arrive finalement à l'époque qui va nous intéresser maintenant, une des autres grandes époques de la rotonde, malheureusement, le lendemain de la Révolution française. Donc là, messieurs, il va falloir nous expliquer parce que, je vous l'annonce, et c'est dur de le dire pour moi, mais on décide de détruire cette rotonde. Alors oui, elle n'était pas en très bon état, d'après ce que je vous entends, mais pourquoi cette décision ? D'où elle vient, cette décision ? On a des témoignages assez précieux parce que ce moment que vous évoquez, donc en 1792-93, on a Louis Bénigne-Baudot qui passe ici, qui était ce monsieur ? Un grand érudit, un de ces grands savants, dessinateurs du XVIIIe siècle, qui est attaché au souvenir de ce site et qui va nous laisser plusieurs carnets, plusieurs cahiers, ici conservés dans cette bibliothèque municipale, qui permettent aujourd'hui de voir et de comprendre justement ce qui se passe. C'est comme ça qu'on voit qu'on ne décide pas du jour au lendemain de la démolition. Certains souhaitent la conserver, cette rotonde, et cherchent des solutions, soit pour entreposer du grain, par exemple. Oui, donc plus du tout
pour le côté Ah liturgique, là. Hein. À partir de 1790, effectivement, il n'y a plus de moines, donc voilà, ils sont expulsés. Et donc, on cherche d'autres affectations. Dans un premier temps, l'idée d'un amphithéâtre pour les étudiants en médecine, par exemple, Ça aurait été qui bien, pourrait se tenir dans les étages pour voir partie centrale la dissection des corps. Malheureusement, donc, ceux qui proposent ça ne l'emportent pas et ça va être vendu pour récupérer, comme souvent, les matériaux. Et donc, on va détruire comme ça beaucoup de parties, beaucoup de sculptures, beaucoup de parties aussi de la partie occidentale du tympan. Et voilà, donc l'exposition qu'il faut voir vous montre justement des carnets de Louis Bénigne-Baudot, des dessins et ses descriptions. Ce qu'on peut ajouter peut-être deux choses sur effectivement le contexte, qui est la suppression des ordres religieux par la Révolution française, qui fait que l'abbaye n'a plus lieu d'être. Et parallèlement, le fait que Dijon est devenu au XVIIIe siècle évêché, on avait dit qu'il n'y avait pas d'évêque, il était à Langres, et qu'on cherche une cathédrale. Et donc l'église gothique paraît correspondre à ce statut de cathédrale, donc elle devient la nouvelle cathédrale, ce qui finalement la sauve, puisque l'abbaye n'a plus lieu d'être, mais elle devient cathédrale. Et la rotonde pose un peu problème finalement, parce qu'elle est en mauvais état, on l'a vu, et puis elle ne correspond pas tellement aux besoins d'une cathédrale. Et ce qu'on peut dire aussi, Christian Sapin a évoqué les différents projets pour la sauvegarder, il y a eu aussi le projet d'en faire un panthéon au sens du panthéon des grands hommes que crée la Révolution française, un panthéon dijonnais. Là aussi, c'est une idée qui finalement n'est pas retenue et on décide donc de démolir cette rotonde. Mais donc de conserver quand même le reste de l'abbatiale, de transformer l'usage, mais de la garder quand même. Conserver effectivement l'église gothique, l'abbatiale gothique, et en faire la cathédrale de Dijon. Voilà. Et ce qu'on voit, ce que montrent les textes, c'est que effectivement, ça ne s'est pas passé tout seul. Il y a eu beaucoup de résistance. Beaucoup de personnes étaient encore finalement attachées à cette rotonde et ont essayé de faire en sorte qu'on la conserve, même s'ils n'ont pas obtenu gain de cause. J'imagine les gens se mettre devant la rotonde, dire non, ne la détruisez pas, et de leur corps la préserver, non ? Non, pas à ce point-là, mais ce qui est quand même assez amusant, c'est que celui qui est chargé des travaux de démolition va être le premier à essayer de défendre la rotonde, et notamment, c'est lui qui va proposer d'en faire un panthéon dijonnais. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que donc, en 1792, eh bien, la rotonde et sa chapelle axiale sont détruites, mais sont détruites dans leur niveau supérieur, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui était sous terre n'est que comblé, c'est ce qui va nous intéresser, puisque ce ne sera pas entièrement détruit. Mais effectivement, en 1792, que regrette Baudot, d'ailleurs, il le dit au revers d'un tableau qu'il garantit comme étant un tableau qui a été peint devant la destruction de la rotonde. Il dit qu'il n'y en a que 2 qui ont été peints dans l'exposition. Et donc, ça émeut quand même une partie des Dijonnais. Oui, il y a vraiment on perd quelque chose, on perd un repère de la ville. Oui, et à ce titre, l'histoire de la rotonde et de sa démolition est assez caractéristique en fait de cette période de la Révolution française, qui est à la fois une période de démolition, de vandalisme révolutionnaire, mais aussi de prise de conscience patrimoniale. Beaucoup de monuments ont été un peu sauvegardés finalement à cette époque-là. On s'aperçoit en même temps qu'on démolit de tout l'intérêt de ce patrimoine, notamment du retour du patrimoine médiéval qui était moins apprécié que l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, on retrouve ce patrimoine et on voit aussi des mesures pour documenter en fait ce que un peu indique Franck à partir des peintures qui ont été faites. Mais vraiment, il y a tout un travail de documentation de la démolition pour finalement connaître, sauvegarder finalement, on appellerait aujourd'hui ça en archéologie sauvegarder par l'étude, le monument qui est en train de disparaître. Et ça, c'est aussi un phénomène assez particulier. Donc il faut imaginer qu'en fait, il y a plein de monuments aujourd'hui à Dijon qui sont constitués des pierres de la rotonde. Est-ce qu'on a une idée de à quoi servent les pierres ou pas du tout ? On a retrouvé au moins un chapiteau, malheureusement en très mauvais état, mais que nous exposons dans l'exposition, qui a été retrouvé dans le mur d'une habitation dijonnaise. Donc oui, les matériaux, il y a sûrement encore des habitations dijonnaises qui ont peut-être des petits morceaux de la rotonde ou de sa chapelle axiale. Bien regarder dans les sous-sols, on ne sait jamais. Donc là, notre rotonde est détruite. Quelques décennies passent. Et là, au cours du 19e siècle, finalement, on se dit non, on va s'y intéresser. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là, parce qu'on y a mis oui, soi-disant, c'est par hasard, j'ai l'impression que certains savaient ce qu'ils faisaient quand même pour fouiller, parce que donc on l'a dit, les niveaux supérieurs sont détruits, les niveaux inférieurs sont comblés, donc voilà, c'est sous terre en fait. Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est un peu étonnant. En fait, les premières redécouvertes se font en 1843, donc on est juste 50 ans après la démolition. C'est donc très mémoire court. d'homme, certains s'en rappellent. Voilà, donc on se dit c'est étonnant qu'on ne se souvienne plus du tout 50 ans après de la présence de cette rotonde. Donc effectivement, il y a sans doute une volonté de rechercher les vestiges de la rotonde. J'imagine vraiment quelques Dijonnais qui se disent des Dijonnais qui s'en souviennent encore. Là. Voilà, et donc en fait, au départ, c'est quand même a priori une découverte un peu fortuite lors de travaux en 1843 qui sont aménagés liés au palais épiscopal, qui est en fait l'ancien palais abbatial, aujourd'hui l'école d'art de Dijon, qui est juste derrière la cathédrale. Donc on a des travaux dans cette cour et on trouve quelques vestiges.
Mais très vite, on souhaite aller plus loin et c'est notamment le rôle de la Commission des Antiquités de Côte d'Or, on appelle la CACO, qui va jouer un rôle très important. Donc, là aussi, ce sont des érudits au milieu du 19e siècle, comme on en a beaucoup dans toutes les grandes villes qui se développent et qui recherchent le passé. On a la Société des Antiquaires de Rouen, par exemple, qui est une des pionnières dans ce domaine-là. Et c'est eux qui vont faire en sorte qu'on fouille la rotonde. Et je pense qu'effectivement, ils se souvenaient sans doute qu'elle avait existé. Ce n'est pas complètement un hasard. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'ils connaissaient bien les plans de Dom Planchet qu'il publie au début du XVIIIe siècle, que vous pourrez voir dans l'exposition. Et on voit très bien dans les premières fouilles qu'ils font, ils utilisent ce plan pour continuer à explorer cet espace et retrouver effectivement ce qui a disparu. Et juste, cette commission, est-ce que c'était quelque chose étatique? Est-ce que c'est établi ou est-ce que c'est vraiment seulement un groupe local, si je puis dire, une association locale? Alors, c'est une société savante locale, d'érudits locaux, dijonnais. Et en fait, c'est aussi, là aussi, la rotonde de Dijon est un peu un exemple qui nous raconte aussi l'histoire de la prise en compte du patrimoine monumental au milieu du 19e siècle. C'est l'époque où se créent en fait les services des monuments historiques, donc sous Louis-Philippe, avec la création d'abord d'une commission des monuments historiques et puis d'un poste d'inspecteur des monuments historiques pour toute la France. D'abord occupé par Ludovic Vité et très vite pris par Prosper Mérimée, l'écrivain qui est connu d'abord comme écrivain, mais qui est aussi un des premiers inspecteurs des monuments historiques et qui va sillonner toute la France. C'est assez remarquable parce qu'on n'a pas les moyens de communication d'aujourd'hui et il va partout pour voir les monuments et décider les monuments qui doivent être protégés et qu'il faudrait conserver. Le terme classement au titre des monuments historiques vient de là, parce qu'en fait, on lui demande de classer dans l'ordre, de faire un classement dans l'ordre des monuments, une liste en fait des monuments pour leur intérêt, pour les conserver. Et parmi ceux-là, il y a la rotonde de Saint-Bénigne qui va être classée monument historique dès 1846, donc au moment où on est en train de la retrouver. La rotonde elle-même ou tout l'ensemble? Alors au départ, que la rotonde. Après, on va élargir. En 1862, l'anse de la cathédrale est protégée, mais au départ, c'est vraiment la rotonde qui est le premier élément. Donc c'est vraiment ces vestiges en fait qui sont encore à peine découverts qu'on veut protéger. Et Prosper Mérimée en fait vient à Dijon et d'ailleurs donc la CACO est en train de faire les fouilles, donc la commission des antiquités de Côte d'Or, et il interrompt les fouilles parce qu'il dit qu'en fait ils font les choses pas comme il faut. Oui, c'est ce que j'ai cru lire. Ça, apparemment, ça va être un peu irrégulier. Voilà. Comme type de fouille. C'est parce qu'ils trouvent qu'ils ne font pas bien les fouilles archéologiques, qu'ils restituent des choses qui ne sont pas réelles, qu'ils inventent un petit peu la reconstruction. Ça reflète aussi les luttes de pouvoir à l'époque en fait entre à l'époque des sociétés académiques locales, des associations d'érudits et l'État qui met en place en fait un système pour s'occuper des monuments historiques avec des premiers fonctionnaires des monuments historiques qui sont très peu, on l'a dit, Prosper Mérimée il est tout seul au départ, donc ils doivent s'appuyer sur ces sociétés, ces personnes qui connaissent localement et en même temps ils ne veulent pas trop leur laisser complètement la bride, donc en fait il y a des enjeux en fait qui se jouent comme ça et c'est un peu ça que reflète aussi cette lutte autour de la fouille et de la restauration de la rotonde. Et ça aussi, on a des sources écrites qui nous montrent tout ça. Et oui, pour le coup, là, c'est bon. On a des sources à cette Dans époque-là. l'exposition, on a notamment présenté la lettre de Prosper Mérimée qui explique pourquoi il faut arrêter les fouilles archéologiques. C'est des documents qui sont conservés à la médiathèque du patrimoine et de la photographie en région parisienne, qui conservent l'ensemble des archives, notamment des monuments historiques. Et on a la réponse de la CACO, qui est une lettre signée de l'ensemble des membres. On a vraiment une pétition où on voit l'ensemble des membres qui disent non, on fait les choses comme il faut et arrêtez de nous dire comment il faut faire les choses, nous, on sait faire. Et donc les fouilles vont être arrêtées et finalement reprises par les mêmes, Prosper Mérimée regardant un petit peu ce qui se font et en fait avec un accord un petit peu pour un terrain d'entente sur comment on doit fouiller la rotonde de Saint-Bénigne, dont l'objectif au départ est vraiment de retrouver le tombeau. Et puis petit à petit, on va se dire il faut qu'on retrouve l'ensemble du monument de la rotonde. Mais au départ, l'idée, c'est quand même vraiment retrouver le tombeau de Bénigne. Oui, parce qu'on peut le dire rapidement, l'archéologie à cette époque n'est pas du tout si codifiée. Tout ce qui est de la restauration, on est vraiment... on va en parler après. On a un grand personnage qui s'amusait à restaurer plein de choses. Mais là, on est vraiment dans les balbutiements de mise en place de protocoles. D'où les luttes de pouvoir, en fait, effectivement. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'exigence qu'a déjà Mérimée, on le voit dans son rapport, par rapport à l'authenticité. C'est-à-dire ce qu'il reproche aux Dijonnais, c'est de remonter des colonnes, remonter des murs, sans être sûr véritablement qu'ils étaient comme ça. Et puis ce qu'il dit, je suis obligé de prendre une pioche pour voir à la base des murs s'ils sont authentiques. Finalement, on vous l'a dit, ils arrivent à un accord entre eux. Donc là, ensuite, ils continuent leurs fouilles. Mais vous l'avez dit, ils ne font pas que faire des fouilles, ils font aussi une forme de restauration. Donc là, une dizaine d'années après, c'est ça ?
Alors, au fur et à mesure, effectivement, qu'on découvre, il faut imaginer que tout était sous le sol. Il ne restait plus que les colonnes du premier niveau qui ne tenaient plus. Il n'y avait plus de voûte. Donc, on va effectivement, au fur et à mesure des travaux, étayer, devoir restituer une nouvelle voûte. Donc, on va créer en fait un nouveau monument. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'on a un peu modifié en fait les dispositions. On va en parler après. Peut-être on a créé en fait une sacristie au-dessus des vestiges de la rotonde. C'est ça qui va pousser à fouiller l'ensemble en fait. Et pour installer cette sacristie, on va un peu modifier, c'est-à-dire qu'on a toujours le cercle, on a toujours les colonnes authentiques, mais on a un petit peu fait pivoter l'ensemble. Et donc finalement, le monument est quand même aujourd'hui un monument du 19e siècle qui réinterprète en partie le Moyen-Âge. Après, aujourd'hui, les plans de dom plancher dont on a parlé, qui sont des plans du 18e siècle, des 3 niveaux avant la démolition, la comparaison de la rotonde actuelle et des plans nous montre qu'on a quand même été dans l'ensemble assez fidèle. Alors, à part la première partie, le transept sud, celle où Mérimée est venu arrêter les travaux, où effectivement on a créé des petites alvéoles, on a un espace qui ne correspond pas du tout à ce qu'il était à l'origine. Le reste, on voit qu'on a quand même été très respectueux du monument et essayé de le conserver au plus près de ce qu'il était. On a même le nom d'un architecte qui, donc, à partir de 1858, fait une restauration Lamennais. Il est même sous la supervision d'un certain Eugène Viollet-le-Duc. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans un podcast de Passion médiéviste. Vraiment, il faisait trop de choses. Là aussi, un petit problème de suractivité, clairement. Donc là, on a quelque chose qui est pour le coup un peu plus encadré. Avant de parler de ces restaurations, je pense qu'il faut peut-être revenir sur l'arrivée de Viollet-le-Duc qui arrive en 1853, lui avec une mission, c'est de construire une sacristie pour la cathédrale. Et donc son projet, c'est de la mettre là où était la rotonde. Alors évidemment, ça inquiète beaucoup la Caco qui se dit il faut surtout pas détruire les vestiges restants. Et Viollet-le-Duc dit de toute façon, pour construire notre sacristie, il va falloir déblayer la rotonde, donc on va voir ce qu'il en reste. Et il en reste quand même quelques éléments, puisqu'on trouve donc des colonnes, on trouve des surmontés de chapiteaux, et notamment ceux aux aurans qui sont encore en place et qu'on voit sur une représentation graphique qui est exposée dans l'exposition. Et donc, à partir de ce moment-là, le diocèse, ça va émouvoir tellement Dijon en fait, de retrouver ces vestiges, que Viollet-le-Duc va adapter donc le projet de la construction de la sacristie. Donc effectivement, ça va créer quelques changements architecturaux et puis l'implantation dans la rotonde de 2 énormes blocs pour tenir la sacristie. Et c'est donc ensuite, dans un second temps, qu'il va y avoir des travaux de restauration qui seront effectivement suivis par Viollet-le-Duc. Et donc, on arrive finalement à un état où la rotonde, donc toujours le niveau inférieur, est déblayée et on la couvre d'un toit. On crée une voûte et sur une partie, on a cette sacristie dont parlait Franck Habert, donc une sacristie néo-gothique, le style préféré de Viollet-le-Duc et le style qui correspond avec l'église. Il faut imaginer qu'on est juste derrière le chevet de la cathédrale gothique. Et donc, on dialogue avec la cathédrale plus qu'avec la rotonde qui, elle, est enfouie en dessous. Mais ce qui est la prouesse un peu architecturale, c'est qu'en fait, cette sacristie, elle est créée comme un pont. En fait. Elle est posée en fait, au-dessus de la rotonde. Et c'est pour ça qu'on met 2 piles carrées au milieu de la rotonde. Si vous visitez aujourd'hui la rotonde, vous verrez qu'on a cet ensemble de colonnes circulaires et puis on a 2 grosses piles carrées qui se fondent assez bien. Aujourd'hui, quand on regarde rapidement, on les voit pas forcément, mais si on regarde précisément, on les comprend. Et ces piles, elles sont du 19e siècle et elles viennent porter vraiment la rotonde qui est sur la sacristie qui est sur 3 arcades. Donc voilà, on a ça. Et puis le reste de la rotonde qui n'est pas sous la sacristie, c'est aujourd'hui la cour de l'école d'art de Dijon. Et c'est en fait déjà dès le 19e siècle un sol en fait qui est mis en place avec juste une surélévation pour la partie de l'oculus central. On garde qui, lui, ça, oui. vient avec un petit monument qui vient chapeauter en fait le dessus, qui prend à peu près 1 mètre, 1,50 m de hauteur au-dessus du sol, qui d'ailleurs après avait été transformé. La restauration récente a remis dans l'état du 19e siècle vraiment cette partie centrale d'oculus. Mais le reste, c'est un sol en fait. C'est la cour déjà de l'évêché. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que la chapelle axiale de Saint-Jean-Baptiste a été finalement, elle, déblayée qu'un peu plus tard, autour des années 1890. Et que ça va avoir un bénéfice, c'est qu'on va beaucoup moins la toucher pour la restaurer que l'avaient été les restes des cryptes et que la rotonde. Si bien que on en parlera tout à l'heure, mais c'est là où les découvertes archéologiques ont vraiment été assez importantes puisqu'il restait pas mal de vestiges vraiment d'origine. On peut y arriver justement. Là, on arrive au 21e siècle et on va avancer. Moi, j'ai envie de comprendre. Donc, il y a eu effectivement une nouvelle campagne, et là, beaucoup plus récente, une nouvelle campagne archéologique et une nouvelle campagne de restauration de la sacristie et des vestiges de l'abbatiale et de la rotonde. Déjà, je voudrais comprendre pourquoi ces recherches et ces fouilles étaient importantes à faire. Parce que finalement, on l'avait, notre rotonde a été déblayée. Qu'est-ce que ces fouilles ont apporté pour mieux connaître la rotonde ?
C'est un cas assez particulier, c'est-à-dire qu'il y avait la restauration qui était envisagée et en même temps, l'architecte souhaitait restituer au niveau de la cour de l'École des Beaux-Arts le plan de la rotonde et de la partie orientale. Et on a pu dire à ce moment-là, dans les discussions et les échanges, qu'il serait intéressant d'en savoir un petit peu plus parce que le plan tel qu'on allait le restituer n'était peut-être pas tout à fait le plan d'origine. Et donc ça a permis d'engager des travaux complémentaires archéologiques sur cet espace dans la cour de l'École des Beaux-Arts et autour de ce qu'évoquait Franck Habert de cette chapelle orientale, de découvrir notamment des énormes piliers. Les piliers font 2 à 3 mètres. On ignorait totalement leur présence. Et ça, c'était vraiment la grande surprise. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, on s'oriente vers un projet qui a été avorté après l'arrivée de Guillaume de Volpiano qui a conçu cette grande rotonde. Et l'archéologie aujourd'hui permet évidemment d'aller plus loin dans une connaissance et une datation qu'on aurait pu le faire il y a encore 50 ans, puisque grâce aux matériaux, au charbon de bois contenu dans les mortiers, on a pu faire des carbone 14 et arriver à des datations sur la fin du Xe siècle pour cette partie-là. Et on a fait aussi des comparaisons avec les mortiers de la rotonde et on voit que c'est assez proche. Il s'est passé, disons, peut-être 2-3 décennies entre la fin du projet avorté puis le début de la construction. Et ces campagnes récentes, alors il faut dire qu'elles prolongent aussi ce qu'avait apporté, je l'avais évoqué tout à l'heure, notre collègue américaine Caroline Malone, qui en 1976-78 a été quand même un moment nouveau, puisqu'il n'y avait jamais eu vraiment de fouilles archéologiques, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il y a eu les travaux qu'évoquait Franck Habert, qui sont relatés dans les mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte d'Or. À la fin du XIXe siècle, Louis Chanton fait une synthèse en 1900. Des collègues américains s'intéressent à cet édifice en prenant justement ce que j'évoquais tout à l'heure, la chronique qui donnait des dimensions. Donc chacun y va de sa restitution. Dans l'exposition, vous verrez toutes ces restitutions des années 30, 50, 60. Et puis, il faut attendre donc ces années 75-80 pour que véritablement on commence à regarder le monument de près avec des méthodes nouvelles de ce qu'on appellera un peu plus tard l'archéologie du bâti, l'archéologie de la construction. Et les campagnes récentes et mes collègues sur la direction de Sylvain Omar, donc il y a 4 ans, a permis d'aller plus loin dans l'accompagnement de la restauration dirigée par Martin Bacot. Effectivement, dès le projet de restauration, on a intégré la dimension des fouilles archéologiques, entre autres parce qu'il y a autour de la rotonde, on en a très vaguement parlé au début, il y a 2 grands escaliers, 2 grandes tours qui contenaient des escaliers circulaires. Enfin, il y avait 2 grandes tours qui contenaient des escaliers circulaires qui permettaient de circuler entre ces 3 niveaux, notamment entre le 2e et le 3e qui ne correspondaient pas à la nef, puisque la nef n'avait que 2 niveaux et de l'autre côté, on avait 3 niveaux. Et ces escaliers, en fait, ils n'avaient pas du tout été fouillés au 19e siècle. On les avait oubliés, on les avait sur les plans, donc on savait qu'ils avaient dû exister. On les avait sur les représentations, les gravures plus anciennes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait peut-être les explorer, savoir ce qu'il en restait. Et notamment parce qu'un des enjeux de la restauration, c'était de créer une nouvelle entrée pour la rotonde. Parce qu'en fait, on avait auparavant qu'un seul escalier d'accès qui se fait par un couloir latéral de l'église, qui en plus arrive dans la partie la plus perturbée au 19e siècle, celle où on disait que Prosper Mérimée avait arrêté les travaux, ils avaient commencé à construire des alvéoles, enfin, ça ne correspond plus du tout c'est une invention pure. Donc il y avait une seule entrée qui était une entrée un petit peu labyrinthique, pas la plus... Donc pas adaptée à la visite. Pas adaptée. Et en fait, vous savez que dans un monument qui reçoit du public, il y a des normes de sortie de secours notamment, et si vous n'avez qu'une entrée, vous ne pouvez accueillir que 19 personnes en même temps. Donc c'était un enjeu. On ne pouvait pas accueillir plus de 19 personnes dans la rotonde. Donc dès le début de la restauration, il y avait dans le cahier des charges de la restauration, il y avait créé un nouvel accès. Et le premier architecte qui a travaillé sur ce projet, Éric Palot, qui était architecte en chef des monuments historiques, le prédécesseur de Martin Bacot qui a mené les travaux, a commencé en 2014 à la demande de la DRAC les premières études. Et une de ses idées, ça a été de dire, on avait des escaliers, peut-être qu'on pourrait réutiliser ces escaliers pour entrer. Et c'est pour ça que dès 2014, on a eu lieu de première campagne archéologique pour voir ce qui restait de ces escaliers. On a pu voir à l'époque qu'effectivement, ils étaient encore là. On n'a pas pu fouiller tout de suite parce que c'était assez complexe. On descendait sur plusieurs mètres d'épaisseur. Et donc, juste avant la restauration qui a commencé en 2020, donc même pendant la restauration, on avait là, le chantier permettait de faire une fouille archéologique. Et donc, Sylvain Omar, pour le Centre d'études médiévales, est revenu vraiment dégager ces escaliers, donc au nord et au sud. Alors, il n'en reste pas beaucoup de choses. Au nord, il ne reste presque plus rien. On a juste une forme qui nous permet de comprendre dans les murs que c'était circulaire, puis ça avait été reconstruit après. Au sud, on a encore toute la trace
de cet escalier. Alors, on n'a plus les marches, il reste une pierre d'une marche, mais on a tout le dessous, le négatif en fait des marches, et puis tout le massif qui soutenait ces marches. Et on a la preuve qu'on avait les plans, et on l'a la preuve maintenant archéologique, que ces escaliers avaient un dispositif très particulier, puisque le centre de l'escalier, ce qu'on appelle le noyau central, était ajouré en fait. Donc vous aviez un escalier circulaire dans une tour avec un trou au milieu. Les hypothèses aujourd'hui sont que ce noyau central est vidé, permettait sans doute de faire venir la lumière par des fenêtres hautes qui étaient à l'intérieur et pas qu'à l'extérieur de l'escalier. Et cette référence, là aussi, on parlait d'architecture un peu savante. Ce type d'escalier, on n'en connaît pas trop en Europe occidentale. Les modèles qu'on connaît sont plutôt en Orient, là aussi vers Istanbul, Constantinople. Je pense aussi que là, on est allé chercher des références très lointaines. Donc, voilà, c'est aussi cette recherche de ces escaliers qui a justifié en fait ces nouvelles fouilles archéologiques. Alors pour finir sur cette histoire d'escalier, finalement, le premier projet évoquait effectivement de les réutiliser. Quand on a fait des études architecturales un peu plus poussées, on a abandonné cette idée et on aurait été obligé pour le faire d'abîmer en fait les quelques vestiges qui nous restaient. Donc ça paraissait pas très pertinent. Et finalement, on a préféré les laisser en vestiges archéologiques, créer un autre escalier juste à côté, dans un espace qui a été créé pour ça, alors l'architecte a choisi de faire un escalier circulaire, mais ça c'est un peu son geste architectural pour rappeler effectivement l'escalier circulaire qui est juste à côté. Donc on a un escalier contemporain de forme circulaire et à côté on peut voir aujourd'hui les vestiges qui n'étaient pas visibles avant de ces escaliers nord et sud. Et donc, je le dis, dans l'exposition, effectivement, qui documente un petit peu tout ça, on a une grande richesse donc d'œuvres artistiques, on l'a dit, d'œuvres historiques, de papiers d'archives, donc avec même, donc on l'a mentionné, une lettre de la main de Viollet-le-Duc. Et donc là, qu'est-ce que cette exposition a permis d'apporter sur l'histoire de la Rotonde ? Ce que nous pouvons voir aujourd'hui de la Rotonde, la suite aux restaurations 2020 à 2023, nous permettent de voir juste les niveaux inférieurs. C'est-à-dire donc ce qui reste des cryptes du 11e, là où est donc le tombeau de Saint-Bénigne. Il ne faut pas oublier que donc le tombeau de Saint-Bénigne était bien dans l'église, il était sous l'autel majeur de l'église. Et puis il restait bien entendu le niveau inférieur de la Rotonde et de la chapelle Saint-Jean-Baptiste qui peuvent être visités. Mais c'était surtout donc ces niveaux en élévation qui ont entièrement disparu qu'on a voulu vraiment documenter. En fait, on a voulu retracer toute l'histoire de la vie et ces splendeurs et vicissitudes, si vous voulez, de l'abbatiale complète de Romane. Avec les tours qui tombent et tout ça. Voilà, exactement. Bon, alors effectivement, l'église, les splendeurs ont été plus courtes que pour la Rotonde et puis sa chapelle axiale. Mais voilà, nous avons voulu vraiment montrer qu'il y avait des élévations, que c'était vraiment un monument majeur de Dijon, qui était très visible dans le paysage. La Rotonde, c'est 18 mètres de diamètre intérieur, c'est 48 colonnes pour le premier niveau et le deuxième niveau, 36 oui, c'est pas pour une le troisième. petite chose. Non, c'est quand même, oui, c'est une belle construction. Et donc voilà, c'est ce que nous avons voulu montrer, et puis aussi dans quelle mesure on a retrouvé les vestiges donc inférieurs de la Rotonde au 19e siècle, et puis évidemment mettre en avant tous les travaux archéologiques qui ont accompagné la nouvelle restauration et la restauration elle-même qui fait ce magnifique monument que l'on peut visiter aujourd'hui. Ce qu'on peut ajouter, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, et dans l'exposition, il y a un film qui fait une restitution de l'abbatiale en 3 dimensions, depuis la construction et puis son évolution petit à petit. Et là aussi, la réalisation de ce film en fait, a permis d'avancer scientifiquement sur la connaissance de la Rotonde. Oui, de vous poser des questions parce que très concrètes. Voilà, on passait de niveau de plan, de fouilles archéologiques en sous-sol, à se projeter sur ce que ça pouvait être en élévation. Donc il y a eu beaucoup d'échanges scientifiques autour de la réalisation de ce film pour tester, en fait, valider les hypothèses qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai que cette démarche permet à la fois de comprendre mieux aujourd'hui le monument en le voyant par l'image, mais aussi vraiment un travail d'améliorer notre connaissance et de confronter nos hypothèses finalement à une certaine réalité quand on veut reconstruire un peu le monument. Il y a même des maquettes aussi. Et alors, une de mes dernières questions, c'est un petit peu mon côté poil à gratter. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir sur la Rotonde ? Et imaginons, vous avez une énorme enveloppe du ministère de la Culture qui vous dit « Allez, on finance toutes les nouvelles fouilles que vous voulez ». Qu'est-ce que vous aimeriez fouiller de nouveau ? Enfin, qu'est-ce qui reste encore à fouiller dans la Rotonde ? Il y a des parties qu'on a pu fouiller et qui sont aujourd'hui fermées, mais on les connaît. Donc, dans ces parties-là, je crois qu'on a fait le maximum. On a pu démonter des constructions pour voir ce qu'il y avait derrière, démonter des murs. Et au niveau du sol, il faut savoir que le sol actuel, créé au XIe siècle, restauré au XIXe siècle, a excavé, a détruit les niveaux plus anciens dans cet espace-là. En revanche, si on était dans l'église, là, on aurait encore beaucoup à comprendre, notamment
vis-à-vis de la position initiale du tombeau de Bénigne qui était dans l'abside. Donc vous voulez fouiller l'église en fait. Et alors, elle a été Alexandre qui dit oui, on veut. Elle a été en partie fouillée par notre collègue américaine, mais ça s'est arrêté assez vite en 77. Et elle a fouillé qu'un petit morceau. Par exemple, l'abside occidentale qu'on a évoquée, une abside à l'ouest, c'est pas très courant. On n'a que le départ de cette abside. On ne sait pas du tout si au centre il y avait un tombeau, s'il y avait un autel. Voilà le type d'interrogation que nous avons. Et les bas-côtés, on les ignore également. Et puis, alors, il y a un autre domaine sur lequel rêvent les archéologues, c'est tout l'espace du cloître et du monastère. J'ai évoqué les bâtiments, mais tout est encore là, en dessous. Donc si on vous retrouve un jour en train de commencer à gratter dans les jardins, on comprendra ce qui se passe, c'est ça? Alors, je ne pense pas que ce soit demain la veille, mais en tout cas... Christian Sapin l'a évoqué un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on a aussi l'archéologie du bâti qui s'est beaucoup développée. Et le lien entre l'abbatiale et les parties monastiques où sont aujourd'hui le musée archéologique, on a un mur en fait entier du musée archéologique qui donne sur l'arrière, sur le chevet de la cathédrale actuelle. Et là aussi, il y aurait un potentiel encore à étudier puisque finalement l'archéologie du bâti applique les méthodes de l'archéologie souterraine où on fouille sur des murs qui existent encore, sur des élévations. Et là, ça a été un petit peu étudié dans le cadre du chantier de la cathédrale, mais il y a encore beaucoup de choses qui pourraient sortir de compréhension de l'ensemble du monument, pas de la rotonde elle-même, mais de tout son environnement par l'étude de ces parties bâties. Peut-être qu'on fera un épisode suite dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. En tout cas, merci énormément, messieurs, donc, pour nous avoir raconté l'histoire de la rotonde. Donc, je remercie encore donc, Franck Habert, Christian Sapin et Arnaud Alexandre de nous avoir raconté toute cette histoire. Donc, auditeurs, auditrices, pour en savoir plus, et je suis sûre, là, vous n'avez qu'une envie, c'est de courir au musée archéologique de Dijon, donc pour voir l'exposition que vous pouvez voir jusqu'au 21 septembre 2025. La rotonde elle-même est visitable lors de visites guidées aux horaires précis, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et sinon, si vous écoutez ce podcast des années après cette exposition formidable, vous pouvez toujours visiter gratuitement le musée archéologique et ses belles collections avec plusieurs objets, on l'a dit, de l'exposition temporaire que vous retrouverez dans l'exposition permanente. Auditeurs, auditrices aussi, j'en profite pour placer, si jamais l'architecture au Moyen-Âge vous intéresse, alors je peux vous conseiller rapidement d'autres épisodes de mon podcast. J'ai fait un épisode avec Lucas La Barbera, l'épisode 81 de Passion médiéviste sur l'architecture gothique en Bourgogne. J'ai fait aussi un épisode hors les murs, donc un épisode d'immersion sonore dans le Dijon médiéval avec le guide que je suis sûre vous connaissez, Clément Lassus-Mainvielle. Et aussi, si toujours le côté architecture religieuse vous intéresse, alors j'ai fait un épisode sur quelque chose qui est très loin d'ici, l'abbaye de la Sauve-Majeure en Gironde, donc tout à fait différent, mais vous verrez très très intéressant aussi. Donc merci encore messieurs, et donc je tiens à remercier les plusieurs personnes qui ont participé à l'organisation, donc merci bien sûr à la direction des musées de Dijon, à la DRAC, à l'équipe de communication des musées pour l'organisation, merci bien sûr aux équipes de la bibliothèque patrimoniale de Dijon pour l'accueil et l'organisation, merci au public qui s'est déplacé ce soir, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste.